À son anniversaire, ma mère a annoncé « J'aurais aimé que James ait été notre seul enfant ». J'ai souri, je me suis levé et je suis parti sans dire un mot. Cette nuit-là, elle a appelé en sanglotant, suppliant pour avoir de l'argent. J'ai répondu « Je respecte simplement ton souhait. Cet enfant ne paiera pas un centime de plus. » Elle a crié dans le téléphone. J'ai raccroché. Bip. 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 Je m'appelle Sienna Hartwell. J'ai 31 ans et je travaille en tant que gestionnaire principal des risques liés aux fournisseurs pour une entreprise d'appareils médicaux à Denver. Le soir du 60e anniversaire de ma mère, je suis arrivé au dîner en sachant déjà que mon frère avait besoin de $28 000 de ma part avant minuit. Sans ce paiement, le studio de récupération qu'il avait passé des mois à promouvoir perdrait son bail, son équipement et son inauguration prévue. Pendant le dîner, mon frère s'est décrit comme un entrepreneur intrépide destiné à bâtir un empire. Mon père l'a félicité de prendre de vrais risques tout en rejetant ma carrière comme étant de la paperasse que n'importe qui pourrait faire. Je suis resté silencieuse car j'avais déjà entendu ce même discours de nombreuses fois. Ensuite, ma mère a levé son verre, m'a regardé directement et a dit « Parfois, j'aimerais que Travis ait été notre seul enfant. » La pièce est devenue silencieuse, mais personne ne m'a défendu. Mon père a hoché la tête comme si elle avait enfin dit la vérité. Travis s'est penché en arrière avec un sourire satisfait. Deux membres de la famille ont soudainement trouvé leurs assiettes fascinantes. J'ai placé ma serviette à côté de mon assiette, je me suis levé et j'ai souri. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas pleuré et je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement pris mon sac à main et je suis sorti. Ils ont supposé que j'allais me calmer, m'excuser d'avoir rendu la soirée inconfortable et transférer l'argent comme d'habitude. 3 heures plus tard, ma mère m'a appelé en sanglotant. Elle a dit que Travis était sur le point de tout perdre et m'a supplié de débloquer le paiement immédiatement. Quand elle a terminé, je lui ai dit que je ne faisais que respecter son souhait d'anniversaire. La fille dont elle ne voulait pas ne financerait plus la famille. Elle a hurlé mon nom, mais j'ai mis fin à l'appel. Ce qu'aucun d'eux n'avait compris, c'est que les $28 000 manquants n'étaient que la première chose qu'ils étaient sur le point de perdre. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait chez vous aujourd'hui. Je veux savoir jusqu'où cette histoire a voyagé car ce que ma famille a découvert ensuite a changé chaque relation dans cette maison. J'ai conduit pour retourner vers Denver avec les mots de ma mère qui se répétaient dans ma tête. Mais ce qui blessait le plus n'était pas la phrase elle-même. C'était la façon si naturelle dont tout le monde l'avait acceptée. Le nom de ma mère était Darlene Hartwell, et elle avait passé toute ma vie à trouver des excuses pour mon frère aîné, Travis. Mon père, Gerald, la soutenait car Travis représentait le genre de fils qu'il croyait qu'un homme devait avoir. Bruyant, confiant, ambitieux et promettant toujours que sa prochaine idée rendrait la famille riche. J'étais la fille pratique qui révisait les contrats, surveillait les risques et gagnait un revenu stable. À leurs yeux, mes réalisations étaient utiles, mais jamais excitantes. Les échecs de Travis, cependant, étaient la preuve qu'il était assez courageux pour rêver. 4 ans plus tôt, l'entreprise d'approvisionnement en soins de santé où je travaillais avait été acquise par une société nationale. J'avais accepté une partie de ma rémunération en actions, et l'acquisition m'a donné plus de sécurité financière que quiconque dans ma famille ne le réalisait. J'ai remboursé mes prêts étudiants, acheté un modeste appartement dans le quartier Reno de Denver et gardé la plus grande partie de l'argent restant investi. Aider mes parents semblait responsable. Leurs économies de retraite étaient faibles, et mon père avait réduit ses heures de travail au bureau d'assurance après avoir affirmé que le stress nuisait à sa santé. J'ai commencé à payer le loyer mensuel de leur maison de ville à Highlands Ranch. Plus tard, j'ai acheté un véhicule utilitaire sport par l'intermédiaire d'une société de portefeuille et j'ai permis à mon père de l'utiliser. Chaque accord était par écrit, mais mes parents parlaient de la maison et du véhicule comme s'ils en étaient propriétaires. Travis a reçu encore plus. Son entreprise de location de vélos électriques a duré 11 mois. Sa boîte d'abonnement au fitness a disparu après que les clients se soient plaints de livraisons tardives. Son entreprise de coaching en mentalité de direction a produit des photographies professionnelles, des dîners coûteux et presque aucun client payant. À chaque fois qu'il échouait, ma mère m'appelait. Elle ne m'a jamais demandé si je pouvais me permettre de l'aider. Elle disait que la famille ne pouvait pas abandonner Travis alors qu'il était si près du succès. Quand j'ai demandé des plans d'affaires, elle m'a accusé de l'humilier. Quand j'ai demandé des reçus, mon père a dit que les membres de la famille étaient censés se faire confiance.
Quand j'ai hésité, Travis m'a rappelé que j'avais toujours été jalouse de sa confiance. J'ai finalement créé un système de financement structuré parce que je croyais que les règles pouvaient protéger tout le monde. Pour son dernier projet, Altitude Reset, mon entreprise achèterait les unités de bain froid et l'équipement de sauna infrarouge. Travis recevrait des paiements plus petits après avoir atteint des objectifs spécifiques. Les 28 000 $ finaux étaient destinés à couvrir une partie du dépôt de garantie du bail, les coûts d'installation et les frais de licence. Il n'avait pas rempli plusieurs exigences, mais ma mère avait fait pression sur moi pour que je débloque l'argent de toute façon. Avant le dîner d'anniversaire, j'avais prévu de lui accorder une toute dernière prolongation. Après son appel, cette possibilité a disparu. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné chaque lien financier entre ma famille et moi. Le loyer de la maison de ville de mes parents avait été payé jusqu'à la fin du mois. Mon père n'était qu'un conducteur autorisé du véhicule utilitaire sport. Travis ne possédait pas l'équipement de bien-être car ma société de portefeuille l'avait acheté. Il n'avait pas non plus de droit automatique au paiement final. Pour la première fois, j'ai vu l'arrangement sans le langage émotionnel que ma famille avait mis autour. Ce n'étaient pas des obligations. C'étaient des avantages volontaires que j'avais créés et financés. J'avais passé des années à croire que la générosité les amènerait à me respecter. Au lieu de cela, cela leur a appris qu'ils pouvaient m'insulter sans conséquence car le paiement suivant arriverait quand même. Mon téléphone s'est rempli de messages avant minuit. Travis m'a traité d'enfant. Mon père m'a ordonné de cesser d'embarrasser ma mère. Darlene a envoyé un long message texte expliquant qu'elle avait été émotive et que je ne devais pas détruire l'avenir de mon frère pour une phrase imprudente. Pas un seul message ne contenait d'excuses. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Il voulait seulement la confirmation que l'argent serait transféré. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert les rapports de dépenses que Travis avait soumis au cours des 6 mois précédents. Plusieurs facturations semblaient étranges. De gros frais de consultation avaient été payés à une entreprise que je ne reconnaissais pas. Les descriptions étaient vagues, incluant la stratégie de marque, la sensibilisation communautaire et le réseautage de direction. Chaque facture contenait un chiffre rond, et plusieurs ont été créées peu de temps avant que Travis ne demande un autre paiement. J'ai cherché les dossiers d'enregistrement de l'entreprise. Elle n'avait pas de site web public, d'employés répertoriés ni de clients visibles. Son adresse postale était une boîte aux lettres privée à moins de 5 miles de la maison de ville de mes parents. L'organisateur enregistré utilisait un nom de famille que j'ai reconnu immédiatement. C'était le nom de jeune fille de ma mère. Jusque-là, j'avais cru que Travis était irresponsable et que mes parents l'encourageaient. Le document suggérait quelque chose de délibéré. Ma mère ne s'était pas contentée de défendre ses entreprises ratées. Elle aurait pu être payée par elle. J'ai sauvegardé chaque fichier et j'ai envoyé un message à mon avocate demandant une réunion urgente. Ma famille croyait que j'étais une fille blessée qui finirait par se calmer. Ils n'avaient aucune idée que mon travail m'avait formé à suivre des modèles, à vérifier la propriété et à remettre en question chaque paiement non justifié. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon avocate, Irene Patel, à son bureau du centre-ville de Denver. Irene avait aidé à établir ma société de portefeuille et à rédiger les accords couvrant le véhicule, l'équipement et le financement de l'entreprise. Elle a écouté pendant que je décrivais le dîner d'anniversaire, l'appel de ma mère et les factures que j'avais découvertes. Quand j'ai eu terminé, elle a tourné son écran vers moi et a examiné les documents. Irene a confirmé que je pouvais retenir le paiement final car Travis n'avait pas atteint les étapes requises. Le bail de son studio n'avait pas été finalisé. 2 permis étaient en attente et il n'avait pas fourni de preuves d'assurance. Débloquer l'argent pourrait exposer mon entreprise à un risque inutile. Nous avons préparé un avis formel annulant la dernière tranche de financement. Nous avons également exigé une comptabilité complète de tout l'argent reçu et de chaque fournisseur payé dans le cadre du projet. L'équipement resterait en entreposage jusqu'à ce que l'examen soit terminé. Irene a ensuite examiné l'accord du véhicule. Mon père avait été autorisé à utiliser le véhicule, mais le contrat stipulait que mon entreprise pouvait mettre fin à sa permission avec un préavis écrit. Nous lui avons donné 30 jours pour le rendre en bon état. Le loyer était plus simple. Mes parents étaient les locataires et je faisais des paiements volontaires directement au gestionnaire de la propriété. Je n'étais pas garante. J'ai informé le gestionnaire que le mois en cours serait mon dernier paiement.
Mes parents pourraient rester s'ils payaient le loyer eux-mêmes ou s'ils se qualifiaient pour un nouvel arrangement. Je ne les expulsais pas. J'arrêtais un cadeau qu'ils avaient pris pour un droit permanent. Irene a recommandé de me protéger avant de confronter qui que ce soit. J'ai changé chaque mot de passe lié à mes comptes financiers, supprimé les utilisateurs autorisés, annulé 2 cartes supplémentaires et placé des alertes sur mes rapports de crédit. Elle a ensuite contacté Gretchen Lawson, une experte comptable judiciaire spécialisée dans les entreprises privées et les investissements familiaux contestés. Gretchen a accepté d'examiner Altitude Reset et les projets antérieurs que j'avais financés. Cet après-midi-là, Darlene a de nouveau appelé. Sa voix était douce et contrôlée, le ton qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable. Elle a dit que la famille avait été sous pression et que son commentaire d'anniversaire avait été une blague. J'ai demandé pourquoi personne n'avait ri. Elle a fait une pause, puis a dit que j'avais toujours pris les choses trop au sérieux. J'ai demandé pourquoi elle m'avait appelé des heures plus tard au lieu de s'excuser. Sa patience a disparu. Elle a dit que Travis avait signé des engagements basés sur ma promesse et que sa réputation serait détruite si le paiement n'arrivait pas. Je lui ai dit qu'il n'avait pas satisfait aux exigences de financement. Elle a répondu que les détails ne devaient pas importer entre frères et sœurs. J'ai dit que $28 000 n'était pas un détail. Ensuite, j'ai demandé si elle avait reçu de l'argent d'Altitude Reset. Le silence a duré plusieurs secondes. Darlene a finalement admis qu'elle conseillait occasionnellement Travis car il avait besoin de conseils. Quand j'ai demandé si elle possédait la société de conseil nommée sur ses factures, elle m'a accusé d'espionner ma propre mère. Cela m'en disait plus qu'un déni. Elle a prétendu que l'argent était une compensation pour les années qu'elle avait passées à soutenir la famille. Je lui ai rappelé que les factures décrivaient des services de marketing et de développement commercial, pas la maternité. Elle s'est mise à pleurer et a dit que je transformais la paperasse en arme. Je lui ai dit que la paperasse devenait importante quand elle l'utilisait pour prendre de l'argent sans me le dire. Mon père a pris le téléphone et m'a ordonné de débloquer le paiement. Il a dit qu'une fille n'interrogeait pas ses parents. J'ai répondu qu'un investisseur avait tout à fait le droit de remettre en question des frais inexpliqués. Gérald a ri et a dit que je n'étais pas un vrai investisseur car tout appartenait à la famille. J'ai demandé s'il garantirait personnellement le bail de Travis. Il a refusé immédiatement. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point leur définition de la famille avait été soigneusement construite. Mon argent appartenait à tout le monde, mais leur risque n'appartenait qu'à moi. 2 jours plus tard, les avis ont été livrés. Travis a reçu l'annulation du financement et la demande de dossier. Mon père a reçu l'avis de retour du véhicule. Mes parents ont appris que le prochain paiement de loyer ne viendrait pas de moi. La réaction a été immédiate. Travis a envoyé 16 messages en moins d'1 heure. Gérald a menacé d'engager un avocat. Darlene a dit aux membres de la famille que je punissais la famille parce que je ne pouvais pas supporter une blague. Je suis restée silencieuse. Gretchen a commencé à examiner les dossiers et a rapidement trouvé des incohérences. La société de conseil contrôlée par ma mère avait été payée plus que je ne l'avais réalisé initialement. Certaines factures utilisaient une formulation identique même si elles couvraient des mois différents. D'autres facturaient des réunions qui se seraient produites alors que ma mère voyageait. Gretchen a découvert que plusieurs paiements ont été transférés de la société de conseil vers un compte utilisé pour payer des cartes de crédit personnelles. L'argent que je croyais aider Travis à ouvrir une entreprise légitime avait transité par un système conçu pour donner l'impression que des dépenses personnelles étaient professionnelles. Ma famille croyait toujours que le problème était mes sentiments blessés. En réalité, le dîner d'anniversaire m'avait poussé à examiner une structure financière qu'ils avaient fait dépendre de moi, sans jamais la remettre en question. La première conséquence est arrivée 4 jours plus tard. Le propriétaire de l'espace commercial de Cherry Creek avait donné une date limite à Travis pour compléter le dépôt de garantie. Quand le paiement final n'est pas arrivé, il a offert l'emplacement à un autre locataire. L'inauguration de Travis a disparu du jour au lendemain. Ces annonces sur les médias sociaux ont été supprimées et plusieurs personnes qui avaient payé des dépôts d'adhésion remboursables ont exigé de récupérer leur argent. Les unités de bain froid sont restées dans un entrepôt car mon entreprise n'avait pas autorisé la livraison. Travis a appelé depuis le studio vide et a crié que j'avais détruit une entreprise valant des millions. J'ai demandé combien de revenus l'entreprise avait généré. Il a dit que les revenus viendraient après le lancement. J'ai demandé combien de membres inscrits il avait. Il a changé de sujet. J'ai demandé les permis,
les documents d'assurance et les contrats requis en vertu de notre accord. Il a dit que je me cachais derrière la paperasse car je craignais qu'il ne devienne plus prospère que moi. Je lui ai dit que le succès n'avait pas besoin de mon argent pour faire ses preuves. Il m'a traité de jalouse et a raccroché. Mon père a réagi à l'avis du véhicule comme si je lui avais enlevé son identité. Il avait passé 3 ans à dire à ses amis qu'il avait acheté le véhicule utilitaire sport après une transaction d'assurance rentable. Lorsque le bureau d'Irene a organisé une inspection et une date de retour, Gérald a affirmé que le véhicule était un cadeau. Irene lui a envoyé l'accord signé prouvant le contraire. Il a exigé que je transfère le titre car il avait payé le carburant et l'entretien. Je lui ai rappelé que j'avais couvert l'assurance, l'immatriculation et les réparations majeures. Il a cessé de discuter de la propriété et a commencé à m'accuser de manque de respect. Ma mère a choisi une approche plus publique. Un mardi matin, elle est apparue dans le hall de mon bureau au centre technologique de Denver. Elle a dit à la réceptionniste qu'elle était là pour une urgence familiale et a exigé de me voir. Quand j'ai appelé de l'étage, Darlene a pleuré assez fort pour que tout le monde aux alentours l'entende. Elle a dit que j'avais laissé mes parents sans moyen de transport et que je les rendais sans abri. J'ai expliqué que leur loyer était payé jusqu'à la fin du mois et que mon père avait une autre voiture. Elle a dit que les apparences comptaient et que rendre le véhicule l'humilierait. Je lui ai dit que l'humiliation n'était pas une urgence financière. Elle a refusé de partir jusqu'à ce que la sécurité l'escorte à l'extérieur. À l'heure du déjeuner, elle avait appelé ma tante Melinda et affirmé que j'avais ordonné à des gardes de renvoyer ma propre mère. La pression familiale a commencé ce soir-là. Melinda a dit que les parents parlaient parfois de manière imprudente et que je devais tenir compte de tout ce qu'ils avaient sacrifié. J'ai demandé si elle savait que j'avais payé leur loyer pendant 3 ans ou que je possédais le véhicule de Gérald. Elle ne le savait pas. Ensuite, j'ai demandé si elle voulait couvrir le loyer du mois suivant ou prêter $28 000 à Travis. Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer dans des questions financières. Je lui ai rappelé qu'elle s'était déjà impliquée lorsqu'elle avait appelé pour me dire comment dépenser mon argent. Mon oncle Raymond a dit qu'une personne prospère ne devait pas être obsédée par la tenue des comptes. J'ai demandé s'il avait déjà donné de l'argent à Travis. Il a admis avoir refusé car Travis ne remboursait jamais les prêts. Je l'ai remercié d'avoir prouvé mon point. En une semaine, les membres de la famille ont cessé d'appeler. Leur croyance en la générosité familiale a disparu lorsqu'on leur a demandé de contribuer. Pendant que la campagne émotionnelle continuait, Gretchen a suivi l'argent. Son rapport préliminaire montrait que la société de conseil appartenant à Darlene avait reçu des paiements des 3 récentes entreprises de Travis. Juste avant qu'il ne demande de nouveaux financements, la société émettait une facture. Après que j'ai transféré l'argent, Travis la payait. En quelques jours, la plupart des fonds étaient transférés vers des comptes utilisés par mes parents ou pour couvrir ses dépenses personnelles. Un paiement a couvert les frais de club de loisirs en retard de Gérald. Un autre a payé pour un week-end à Aspen que ma mère a décrit comme une retraite familiale. Un troisième a réglé une facture fiscale de l'entreprise de coaching de Travis. Aucun ne m'avait été divulgué. Gretchen a également trouvé des frais étiquetés recherche de marché provenant d'hôtels de luxe, de restaurants et de stations de ski. Travis prétendait qu'il étudiait les tendances du bien-être parmi les clients fortunés, mais les dossiers de réservation ont montré qu'il voyageait avec des amis. Ma mère approuvait les rapports et signait des résumés de consultation qui ne contenaient aucun travail significatif. La preuve la plus accablante était un fil de discussion par courrier électronique. Travis demandait si une grosse charge attirerait mon attention. Darlene a répondu qu'il devait la diviser en factures plus petites parce que j'étais occupé et que je ne remettrais pas en question quoi que ce soit qui semblait routinier. Elle a ajouté que je voulais que la famille m'aime et que je ne risquerais jamais de les perdre pour de l'argent. J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Ma mère avait reconnu ma plus grande faiblesse et l'avait transformée en stratégie financière. Elle savait que je continuais à donner car j'espérais que la générosité gagnerait l'affection qu'il donnait librement à Travis. Un reniflement s'est fait entendre. Gretchen m'a conseillé de ne pas les contacter jusqu'à ce que son examen soit terminé. J'ai suivi son conseil, mais Darlene a senti que quelque chose avait changé. Ses messages sont passés de la colère à la peur. Elle a demandé quel dossier j'avais obtenu. Travis a proposé de s'excuser si je débloquais la moitié du paiement. Mon père a dit que nous pouvions tout oublier si je rétablissais le loyer et transférais le véhicule. Il croyait toujours que la réconciliation signifiait restaurer leurs avantages.
Pas un seul n'a offert d'expliquer les factures. À la fin de la 2e semaine, Gretchen a appelé. Le rapport complet était prêt, mais la vérité était pire qu'une simple mauvaise utilisation des fonds. Ma mère ne s'était pas contentée d'accepter l'argent de Travis. Elle avait conçu le système qui lui permettait de le prendre. Le rapport final de Gretchen comptait près de 200 pages, mais le schéma central était simple. Sur 3 ans, Travis a transféré 146 000 $ à la société de conseil de Darlene. L'entreprise n'avait aucun employé, aucun client extérieur et aucune preuve d'avoir accompli les services énumérés sur ses factures. Ma mère avait créé des fichiers de présentation après avoir reçu des paiements afin que les dépenses paraissent légitimes si je posais un jour des questions. Certains documents copiaient des paragraphes de sites web de marketing public. D'autres contenaient des dates de réunion qui n'auraient pas pu avoir lieu car les dossiers de voyage la plaçaient ailleurs. Le rapport a également montré comment l'argent a été dépensé. Une partie a couvert le style de vie de mes parents. Une partie a payé les dettes personnelles de Travis. Des milliers ont été dépensés dans des restaurants, des vêtements, de l'électronique, des voyages et des abonnements de clubs. Une montre de marque a été classée comme équipement pour des présentations aux investisseurs. Des vacances au ski sont devenues de la recherche sur la concurrence. Des pénalités fiscales personnelles ont été répertoriées comme dépenses de conformité réglementaire. Chaque étiquette faisait passer le vol pour de l'entrepreneuriat. Les courriers électroniques ont révélé que mon père en savait plus qu'il ne l'admettait. Gérald a dit à Travis que je gagnais assez pour absorber les pertes. Il a écrit que je n'avais pas d'enfant et donc aucune responsabilité sérieuse. Dans un autre message, il a dit que mon succès ne comptait que s'il profitait à la famille. Darlene a répondu que je me plaindrais mais que je finirais par payer car je ne pourrais pas tolérer d'être exclu. Leurs mots ont blessé plus que l'insulte d'anniversaire. Au dîner, ma mère avait parlé sous le coup de la colère. Les courriers électroniques montraient des années de mépris calculés. Irene a planifié une réunion privée et a invité mes parents et Travis. Ils sont arrivés ensemble. Travis portait un costume et tenait un dossier comme si les vêtements pouvaient restaurer son image d'homme d'affaires sérieux. Gérald est entré avec la confiance rigide qu'il utilisait lorsqu'il s'attendait à de l'obéissance. Darlene avait l'air fatiguée mais défiante. Irene a expliqué que personne n'interromprait pendant que Gretchen résumerait les découvertes. En 10 minutes, Travis a cessé d'établir un contact visuel. Le visage de Gérald est devenu pâle. Ma mère est restée parfaitement immobile. Quand Gretchen a terminé, Darlene n'a pas nié avoir créé l'entreprise. Elle a affirmé avoir fourni un soutien émotionnel, des conseils en réseautage et des orientations stratégiques. Irene a demandé des preuves. Darlene a pointé les fichiers de présentation. Gretchen a expliqué quand ils avaient été créés et a montré que plusieurs contenaient de fausses dates. Ma mère a changé son argument. Elle a dit qu'elle méritait une compensation pour la gestion de la famille et l'aide apportée à Travis pour rester motivée. J'ai demandé pourquoi elle avait caché les paiements. Elle a dit que je n'aurais pas compris. Je lui ai dit que la tromperie ne devenait pas acceptable parce que la victime pourrait s'y opposer. Gérald a interrompu et a dit que j'utilisais des détails techniques pour criminaliser des décisions familiales normales. Irene lui a rappelé que l'argent venait de mon entreprise dans le cadre d'accords écrits. Il a répondu qu'aucune fille ne devrait forcer son père à lire des contrats avant d'accepter de l'aide. J'ai demandé s'il avait lu l'accord du véhicule avant de le signer. Il a refusé de répondre. Travis a dit qu'il avait l'intention de me rembourser quand le studio deviendrait rentable. Gretchen a demandé comment cela se produirait alors que ses prévisions d'adhésion étaient inventées. Il a insisté sur le fait que les chiffres représentaient un potentiel futur. Elle lui a montré des messages dans lesquels il admettait que moins de 20 personnes avaient exprimé leur intérêt, alors que son plan d'affaires revendiquait plus de 300 membres engagés. Travis a regardé Darlene pour obtenir de l'aide, mais elle lui a dit d'arrêter d'agir faiblement. J'ai alors compris leur relation plus clairement. Ma mère le protégeait seulement tant qu'il maintenait la fantaisie qu'elle avait créée. Irene a placé une proposition de règlement sur la table. Je n'exigeais pas le remboursement immédiat de la totalité du montant. Travis fermerait Altitude Reset, rendrait l'équipement de mon entreprise, divulguerait tous les comptes restants et signerait un accord de remboursement basé sur les revenus futurs. Mon père rendrait le véhicule. Mes parents assumeraient la responsabilité de leur logement après le mois en cours. Darlene fournirait chaque dossier lié à sa société de conseil et cesserait de contacter mon lieu de travail. En échange,
je n'engagerai pas de poursuite civile tant qu'il se conformerait. Irene a précisé que nous ne pouvions pas promettre de dissimuler quoi que ce soit nécessitant une divulgation légale, mais la proposition leur offrait un moyen privé de réparer les dégâts. Travis voulait accepter. Ses mains tremblaient pendant qu'il lisait les termes, et il a demandé quel serait son paiement mensuel s'il trouvait un emploi régulier. Avant qu'Irene ne puisse répondre, Darlene lui a pris le document. Elle a dit que l'accord était conçu pour leur faire admettre que je possédais la famille. Je lui ai dit que je ne voulais posséder personne. Je voulais arrêter d'être utilisé. Elle m'a accusé de les punir parce que j'en voulais à Travis. J'ai demandé si elle avait créé les factures parce qu'elle l'aimait ou parce qu'elle voulait mon argent. Gérald a déclaré que personne ne signerait rien. Il a dit qu'il révélerait le genre de personne que j'étais devenu. Irene les a avertis que les accusations publiques ne changeraient pas les dossiers. Darlene a annoncé qu'elle organisait une réunion de famille où tout le monde entendrait la vérité. Elle a reniflé et a dit qu'elle s'attendait à ce que j'explique pourquoi je détruisais mes parents pour de l'argent que je pouvais remplacer. J'ai accepté de venir. Travis m'a regardé alors qu'il partait. Pendant une seconde, il avait l'air moins en colère que terrifié. Darlene croyait que la famille élargie me ferait honte pour me pousser à la reddition. Elle ne comprenait pas que la honte dépendait du secret. Une fois que les documents seraient placés devant tout le monde, elle ne contrôlerait plus l'histoire. Le rassemblement familial a eu lieu le dimanche suivant à la maison de ville de mes parents. Des voitures bordaient la rue à mon arrivée. Darlene avait invité Melinda, Raymond, 2 cousins et plusieurs amis de longue date de la famille. Elle avait disposé les chaises en demi-cercle, laissant un seul siège au centre. Cela ressemblait moins à une conversation qu'à un procès. Mon père se tenait à côté de la cheminée. Travis restait près de la fenêtre, pâle et agité. Ma mère m'a accueilli froidement et a montré la chaise vide. Je suis resté debout. Darlene a commencé avec un discours préparé sur la maternité, le sacrifice et la douleur de voir l'argent changer un enfant. Elle a dit à la pièce que j'avais annulé le rêve de mon frère, pris le véhicule de mon père et refusé de payer le loyer, gardant mes parents en sécurité. Elle a dit, j'ai utilisé le pouvoir financier pour contrôler des gens qui m'aimaient. Gérald a ajouté qu'il m'avait élevé pour valoriser la famille, mais que le succès m'avait rendue arrogante. Melinda a secoué la tête tristement. Un ami de la famille a murmuré qu'aucun parent ne méritait un tel traitement. Je les ai laissés terminer. Ensuite, j'ai placé une pile de résumés de 6 pages sur la table basse et j'en ai donné un à chaque adulte. La première page listait ce que j'avais payé pour le loyer de mes parents, les dépenses du véhicule et les entreprises de Travis. La deuxième montrait les dossiers de propriété du véhicule utilitaire sport et de l'équipement de bien-être. La troisième identifiait la société de conseil de ma mère. La quatrième résumait les fausses factures. La fifth retraçait l'argent vers des dépenses personnelles. La sixième contenait des courriers électroniques sélectionnés dans lesquels Darlene, Gérald et Travis discutaient de la façon de m'empêcher de poser des questions. La pièce est devenue silencieuse pendant qu'ils lisaient. Ma mère a dit que les documents étaient sortis de leur contexte. Je lui ai demandé de fournir le contexte correct pour une facture facturant $12 000 pour une stratégie de marketing qui n'existait pas. Elle a dit qu'elle avait passé des années à conseiller Travis. Le rapport de Gretchen n'a montré aucun travail accompli. Darlene a insisté sur le fait que les conseils d'une mère ne pouvaient pas être mesurés sur papier. J'ai demandé pourquoi elle décrivait cela comme une consultation professionnelle lorsqu'elle demandait un paiement, mais comme de la maternité lorsqu'on lui demandait des preuves. Raymond a demandé si elle avait déjà dit à quelqu'un qu'elle recevait de l'argent des entreprises de Travis. Elle a reniflé et a dit que ses finances étaient privées. Je lui ai rappelé que l'argent venait de moi. Gérald s'est avancé et m'a accusé d'attaquer ma mère. J'ai ouvert le résumé à un courrier électronique où il écrivait que je n'avais pas ma propre famille et donc aucune raison de garder autant d'argent. Je l'ai lu à haute voix. L'autorité a disparu de son visage. Il a dit que les messages privés pouvaient paraître durs sans contexte. J'ai demandé quel contexte faisait de mon revenu sa propriété. Il n'a eu aucune réponse. Melinda a demandé à Travis si les chiffres d'adhésion pour Altitude Reset avaient été réels. Un reniflement s'est fait entendre. Travis a regardé Darlene. Elle lui a dit de ne pas répondre aux questions hostiles. Cet ordre a brisé quelque chose en lui. Il a admis que les chiffres n'étaient que des projections. J'ai demandé s'il avait déjà eu 300 membres engagés. Il a dit non.
J'ai demandé si le voyage à Aspen était une recherche de marché. Il a affirmé que cela avait commencé ainsi. Un cousin a ri d'incrédulité. Darlene lui a ordonné d'arrêter de parler. Travis s'est tourné vers elle et a crié que la société de conseil avait été son idée. La pièce s'est figée. Il a dit qu'elle avait créé les factures car des transferts directs me rendraient méfiante. Elle lui a dit quelle description utiliser et comment diviser de plus grandes sommes en frais plus petits. Darlene l'a traité de menteur. Travis a levé son téléphone et a dit que les messages étaient toujours là. Il a accusé Gérald d'avoir approuvé le plan et d'avoir promis que je finirais par leur pardonner. Mon père l'a traité de faible et d'ingrat. Travis a crié qu'il avait passé sa vie à essayer de devenir le fils accompli qu'il vantait à tout le monde. Chaque entreprise ratée devait être cachée car Darlene ne pouvait pas admettre que j'étais celle qui les soutenait. Ma mère a dit qu'elle avait seulement essayé de le protéger de ma jalousie. J'ai demandé ce que j'avais pris à Travis à part mon propre argent. Elle a cherché dans la pièce quelqu'un pour la défendre. Personne ne l'a fait. Les membres de la famille qui étaient arrivés, prêts à me condamner, comprenaient maintenant que mes parents avaient construit une image de richesse et de succès en redirigeant l'argent de la fille qu'ils rejetaient publiquement. Darlene a pleuré et a affirmé que j'avais manipulé les preuves. Melinda a demandé si les factures étaient réelles. Darlene a admis qu'elles l'étaient, mais a dit que les services étaient difficiles à définir. Raymond a demandé si elle dépensait l'argent pour des factures personnelles. Elle a dit que les familles partageaient les ressources. Il a demandé pourquoi le partage ne fonctionnait que dans un seul sens. Gérald a ordonné à tout le monde de partir. Avant de partir, j'ai clarifié les prochaines étapes. Le véhicule serait récupéré comme prévu. L'équipement resterait à mon entreprise. Aucun financement supplémentaire ne serait fourni. Le propriétaire de mes parents les avait informés qu'il devrait prouver des revenus suffisants pour renouveler le bail. Je ne lui avais pas demandé de les expulser, mais je ne signerai pas, ne garantirai pas ou ne paierai pas pour un autre terme. Travis avait 5 jours ouvrables pour accepter le règlement ou Irene poursuivrait d'autres recours. Darlene a hurlé que je détruisais la maison familiale. Je lui ai rappelé que c'était une location qu'il pouvait garder s'il la payait. Elle a admis qu'il ne pouvait pas se le permettre. J'ai répondu que l'abordabilité n'était pas la propriété. Mon père a menacé de dire à tout le monde à Denver quel genre de fille j'étais. Raymond a dit doucement que tout le monde dans la pièce savait déjà que j'avais financé leur style de vie pendant des années pendant qu'ils louaient la personne qui dépensait l'argent et dénigrait celle qui le gagnait. Cela a mis fin à la dispute. Travis s'est couvert le visage. Gérald a blâmé Darlene pour avoir créé l'entreprise. Darlene a blâmé Travis pour avoir tenu de mauvais dossiers. Travis les a accusés tous les deux de lui avoir appris que je paierais toujours pour supprimer ses conséquences. Leur alliance s'est effondrée devant les personnes qu'ils avaient invitées pour me faire honte. Alors que j'atteignais la porte, ma mère a exigé de savoir comment je pouvais les laisser dans un tel moment. Je lui ai dit que c'était la première crise familiale depuis des années que je n'avais pas créée, financée ou reçu l'ordre de résoudre. Ensuite, je suis sorti. Je n'avais pas détruit leur famille. J'avais seulement arrêté de payer le prix pour garder ces mensonges intacts. Travis a signé le règlement 3 jours avant la date limite. Altitude Reset a fermé avant d'avoir ouvert. Mon entreprise a récupéré les unités de bain froid et l'équipement de sauna et les a vendus à un centre de physiothérapie établi. Les bénéfices ont réduit une partie de ma perte. Travis a déménagé à Colorado Springs et a accepté un poste de vente à la commission avec un distributeur d'équipements de fitness. Pour la première fois, il a dû produire de vrais résultats avant de recevoir de l'argent. Son plan de remboursement a commencé par de petits montants mensuels, mais chaque paiement représentait quelque chose qu'il n'avait jamais fourni auparavant, la responsabilité. Gérald a rendu le véhicule utilitaire sport avec des dommages mineurs et a commencé à conduire la vieille berline qui était restée dans le garage. Plus douloureusement pour lui, il est retourné à un travail administratif à temps plein au bureau d'assurance. Sans le véhicule, l'abonnement au club de loisirs et la coûteuse maison de ville, il ne pouvait plus jouer le rôle d'un patriarche familial prospère. Il devait vivre selon les revenus qu'il gagnait réellement. Darlene et Gérald n'ont pas réussi à se qualifier pour une autre année dans la maison de ville de Highlands Ranch. Ils ont déménagé dans un appartement plus petit à Aurora. Ma mère est devenue coordinatrice de la réception dans une clinique de physiothérapie, son premier emploi régulier depuis des décennies. Au début, elle a dit aux membres de la famille que je l'avais forcée à vivre dans la pauvreté.
Cette histoire s'est affaiblie quand les gens se sont souvenus des dossiers financiers et ont vu que l'appartement était sûr et approprié pour leurs revenus. Il n'avait pas été abandonné sans option. Ils avaient simplement perdu le style de vie que je finançais. La famille élargie a changé aussi. Melinda s'est excusée de m'avoir appelé avant d'apprendre les faits. Raymond a admis que tout le monde avait trouvé plus facile de croire Darlene car la remettre en question signifiait reconnaître depuis combien de temps j'avais été maltraité. J'ai accepté leurs excuses, mais je ne suis pas retourné à l'ancien modèle. Je n'ai assisté à aucun rassemblement où mes finances étaient discutées et j'ai refusé d'expliquer mes limites plus d'une fois. Ma vie est devenue plus calme. Je me suis concentré sur le travail et j'ai été promu pour diriger une équipe régionale de gestion des risques liés aux fournisseurs. Plus important encore, j'ai commencé une thérapie. J'avais cru que mon plus grand problème était la cupidité de ma famille. La thérapie m'a aidé à comprendre que j'avais aussi utilisé l'argent pour poursuivre une forme d'amour qu'ils n'avaient jamais offerte librement. Chaque paiement portait l'espoir que mes parents finiraient par me considérer comme digne. Cela n'excusait pas leur comportement, mais cela expliquait pourquoi je l'avais toléré pendant si longtemps. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre de ressources pour femmes à Denver. Ensemble, nous avons développé un atelier d'éducation financière appelé Registre des limites. Il enseignait aux gens comment reconnaître la manipulation économique à l'intérieur des familles et des relations. Nous expliquons la différence entre un cadeau, un prêt et un investissement. Un cadeau devrait être de l'argent que quelqu'un peut se permettre de perdre sans ressentiment. Un prêt nécessite des conditions de remboursement même lorsque l'emprunteur est un parent. Un investissement nécessite des dossiers, des objectifs mesurables et la reconnaissance d'un échec possible. Nous avons appris aux participants à ne jamais co-signer une dette qu'ils ne pourraient pas rembourser entièrement, à examiner régulièrement les rapports de crédit, à séparer les comptes personnels des fonds de soutien familial et à supprimer l'accès lorsque l'argent était utilisé de manière malhonnête. Nous avons également discuté d'une leçon émotionnelle. Se sentir coupable après avoir fixé une limite ne signifie pas que la limite est mauvaise. La culpabilité apparaît souvent lorsque quelqu'un a été formé à croire que la protection de soi est égoïste. L'amour sain peut survivre au mot non. L'exploitation ne le peut pas. 14 mois après le dîner d'anniversaire, j'ai reçu une lettre de Darlene. Il n'y avait pas d'exigence, d'urgence ou de demande d'accès à mes comptes. Elle a reniflé en écrivant que travailler à la clinique avait changé sa façon de comprendre l'argent. Chaque chèque de paie représentait des heures de sa vie, et elle a finalement reconnu ce qu'elle m'avait pris. Elle a admis avoir encouragé Travis car ses rêves la faisaient se sentir importante. Mon succès la faisait se sentir inutile, alors elle le diminuait tout en dépendant. Elle a également admis que la déclaration d'anniversaire n'avait pas été une blague. Cela avait été une tentative de me punir pour avoir remis en question le paiement final. Au bas de la lettre, elle s'est excusée de m'avoir appris que l'amour devait être acheté. 6 juin se trouvait la preuve du premier paiement qu'elle a fait volontairement pour le règlement. J'ai lu la lettre 2 fois. Je ne l'ai pas appelée ce jour-là et je n'ai pas restauré notre ancienne relation. Finalement, j'ai accepté qu'elle puisse écrire une fois par mois. Des mois plus tard, nous nous sommes rencontrés pour prendre un café dans un lieu public. J'ai écouté, mais je n'ai pas promis d'argent, de logement ou de sauvetage. Le pardon n'exigeait pas de rouvrir toutes les portes. Cela signifiait que je ne permettais plus à leur choix de contrôler ma paix. J'ai appris que les limites ne sont pas une vengeance, même lorsque les personnes qui profitaient de n'en avoir aucune les ressentent comme une punition. Ma famille avait souhaité que Travis soit leur seul enfant parce qu'ils croyaient que je continuerais à les financer, peu importe comment ils me traitaient. En respectant leurs souhaits, je n'ai pas disparu. Je suis finalement devenu visible pour moi-même. La leçon n'était pas que l'argent comptait plus que la famille. C'était que l'amour sans respect devient dépendance et la générosité sans limite peut devenir une permission d'abus. Les familles deviennent plus fortes lorsque le soutien est honnête, les responsabilités sont partagées et chaque membre est valorisé pour ce qu'il est plutôt que pour ce qu'il fournit. Si quelqu'un ne vous traite comme un membre de la famille que lorsqu'il a besoin d'accéder à vos ressources, vous protéger n'est pas de la cruauté. C'est le début du respect de soi. Que auriez-vous fait à ma place? Et le pardon devrait-il jamais inclure la restauration de l'accès dont quelqu'un a abusé par le passé? Nous espérons que l'histoire vous a donné quelque chose de précieux à réfléchir. Tout dans cette vidéo est fictif et créé uniquement pour raconter des histoires dans un but de divertissement éducatif. Nous espérons que cela vous rappelle que les personnes qui n'apportent que le chaos ne devraient jamais être seules pour vous convaincre que votre paix est le problème.